Donc, masterclass, vous allez tous investir en 2025 et je vais vous donner mes secrets ce soir pour trouver un bien immobilier vraiment rentable. En plus, cet après-midi, enfin ce midi exactement, j'ai fait une visite d'appart pas très loin de là où je suis pour créer une petite coloc, etc. Trop sympa. Canon. Je me suis déplacée, ça m'a pris 20 minutes. Pouf, 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 j'ai fait toutes les petites vidéos, j'ai tous les scénars dans la tête. Trop fan. Et en plus, ça dégage c'est un 539 € de cash flow par mois. Genre net. J'adore. Mais bref, je vous en parlerai après. Alors, c'est parti. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous vous dites une de ces phrases. Mon épargne dort. Comment vais-je investir pour faire x3? D'accord? Ça, je sais que moi, j'ai pas mal de gens qui me posent cette question. On est en France en ce moment, c'est la mierda. Ou alors, je dirais, c'est la guerre, comme pourrait dire le président. Vous allumez la télé, vous allumez la radio, peu importe. Même quand je prends le taxi, maintenant, moi, je mets radio jazz, tellement ça me rend dingue les infos où vous avez l'impression que le monde va s'effondrer demain. Et les gens stressent de se faire ponctionner leur épargne. Donc voilà, ça peut peut-être que vous vous sentez concerné par ce genre de choses. Ou alors c'est et si je n'avais pas de retraite, l'avenir en France, bah c'est chaud, exactement ce que je vous ai dit. On ne sait pas, enfin il y a tellement un déficit qui est important en France. Comment ça va être quand ça sera à notre tour? Je n'en sais rien. Mais donc moi j'ai préféré agir pour éviter d'avoir à attendre de quelqu'un d'autre qu'on me donne de l'argent plus tard. J'aimerais transmettre un patrimoine à mes enfants. Ça aussi, c'est plutôt cool. Parce que, en fait, on a toujours, je pense, et moi j'ai pas encore d'enfants, mais on veut toujours transmettre le plus de choses et je sais pas, essayer de démarrer dans la vie avec une petite chance en plus, je pense que c'est aussi humain. Et si demain je voulais changer de vie et quitter mon job, peut-être aussi que c'est vous vous sentez peut-être pas vous rentrez pas dans la case dans laquelle vous êtes actuellement, ou alors vous vous dites bon Dieu, j'ai envie de sortir de cette case parce que je n'ai rien à foutre là. Moi, ça m'est arrivé, hein. Franchement, où j'étais au taf et je me disais qu'est-ce que je m'emmerde. Et en même temps, à ce moment-là, tu sais pas forcément qu'il y a d'autres univers, d'autres choses à faire, mais tu as juste une étiquette sur la tronche et c'est la vie, quoi. Voilà. Donc, peut-être que c'est une des phrases que vous vous dites aujourd'hui et c'est pour ça que vous êtes là tout simplement avec moi. Allez, 54 personnes me payent un loyer chaque mois et je ne suis pas héritière. Là, j'ai seulement la bonne méthode. Et la bonne méthode, de toute façon, il faut aussi trouver un bien rentable. Et c'est pour ça que vous êtes là. Bien entendu que ça va dépendre de plein d'éléments. On va avoir trouvé un bon crédit IMO, on va avoir trouvé un bon artisan, etc. Mais la base de la base de la base, c'est quand même trouver un bien qui est rentable. OK? Et un bon deal se fait toujours à l'acquisition. Ce que vous allez apprendre ce soir. Donc, comment trouver la bonne affaire avant les autres. Détecter les mauvaises annonces IMO. Les erreurs fatales à éviter pour un max de plus-value. Parce que Dieu sait qu'il y en a des erreurs et ça peut coûter ultra cher. Et je vais aussi vous montrer comment vous allez pouvoir exploser ces croyances limitantes qui vous disent « Oui, mais moi, je suis déjà propriétaire de ma résidence principale. Comment je fais pour réinvestir nanana. Et puis, j'ai de l'épargne de côté, mais j'ai pas 100 000 €. Comment est-ce que je peux faire ?» Oui, écoutez, il y a plein de choses qui vont être possibles à faire. Vous allez voir tout ça tout de suite. On va démarrer. Bon, déjà, qui suis-je? Parce que peut-être que vous venez de mon Instagram. Peut-être que vous avez cliqué sur ma tête, sur une petite pub sur votre téléphone. J'en sais rien. Mais donc, je vais vous faire un petit check de qui je suis. Donc, moi, j'ai un BTS Profession Immo. J'ai une licence chargée de gestion immobilière. J'ai un master en gestion de patrimoine immobilier. J'ai également la certification donc, de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. CIF, donc conseiller en investissement financier. IAS, courtage en assurance, et IOBSP, courtage en crédit. Ouais, j'ai passé tout ce que je pouvais passer. Faut vous dire que il y a plein de gens aussi partout qui parlent d'IMO, tout ça. Moi, je me suis dit, je vais essayer de professionnaliser au max. Déjà, j'étais obligée par rapport à mon ancien job. Et en plus, je trouve que c'est bien d'avoir du bagage et de toujours apprendre des trucs. Je fais toujours des formations à droite à gauche parce que j'adore apprendre des trucs. Anciennement, donc, j'étais en CDI, peut-être comme toi aujourd'hui. Et donc, j'étais asset manager en gestion de fonds d'investissement immobilier en Europe.
Donc, je faisais de l'acquisition, en gros, d'immobilier de santé dans une boîte de gestion de fonds. Donc, je gérais 250 millions d'euros avec mon équipe. Je faisais des acquisitions entre 5 et 80 millions d'euros approximativement. Ça pouvait être, je sais pas, de l'établissement pour autistes, de l'EHPAD, du centre médical, des hôpitaux, des établissements de dialyse. Voilà, ce genre de choses-là. Vous me voyez sur la photo du milieu sur un chantier. C'était un hôtel pour patients à côté de l'hôpital d'Amiens. Donc, il y avait 4000 mètres carrés à développer. C'était trop cool, j'ai adoré. J'ai aussi fait la construction d'un EHPAD à Cecina en Italie. C'était cool aussi. J'ai travaillé sur la conversion d'un collège en EHPAD aussi. Voilà, bref, j'étais dans ce domaine-là et j'étais donc spécialisée en immobilier commercial puisqu'avant ça, je gérais des centres commerciaux dans ma toute première vie. Aujourd'hui, eh ben, écoutez, si je suis là devant vous, c'est que je suis investisseuse puisque l'immobilier, bah, c'est toute ma vie, pro, perso, en long, large, travers. Le chantier, bah, ça me suit depuis que je suis toute petite, vous pouvez le voir sur la toute première photo. J'ai grandi, sur un chantier, merci papa, bon air et donc les chiens font pas des chats, ça laisse des traces. Voilà, donc je suis, investisseuse, entrepreneuse et donc multipropriétaire et je partage mon quotidien sur les réseaux majoritairement sur Instagram, mais également beaucoup maintenant sur LinkedIn. Vous allez aussi pouvoir me retrouver sur YouTube, un peu sur TikTok, pas là où je poste le plus, mais voilà, en tout cas, vous pouvez me trouver quelque part et les informations que vous avez sur Insta ne sont pas les mêmes que sur LinkedIn, que sur YouTube. C'est toujours des infos en long, large, travers, un peu partout. Donc voilà, retrouvez-moi sur les réseaux, Emeline Siron, simple et efficace. Comment je me suis lancée en immobilier? Parce que c'est vrai que vous pouvez, on a toujours tendance à voir la montagne. Et ça, c'est un peu comme dans tout. Je parlais avec une pote qui voulait se lancer sur le CrossFit. Disait, ouais, ça y est. Et puis moi, après, je vais faire, enfin, il y a l'Irox, mais je sais pas comment je vais faire. Wow, t'as pas fait ta première séance, on se calme, tu vois. Et ben, c'est aussi pareil en IMO. Au lieu de voir tout de suite la montagne de, oh, ça y est, je suis propriétaire, j'ai des galères à gérer, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, on se détend. Il y a déjà des petites marches à monter avant de franchir toute la montagne, d'accord? Avant d'avoir plusieurs biens, avant de quitter son job, avant d'avoir un gros confort financier de ce côté-là. Et regardez aussi les petites étapes, ça va naturellement. En fait, c'est un hack mental, hein, tout simplement, où on vient rassurer son cerveau. Donc, comment je me suis lancée, moi, en IMO? Bah, écoutez, j'ai fait 2 burn-out. J'avais 20 ans. Je travaillais donc, j'étais en alternance. En plus, j'étais jeune dans une société justement de gestion en immobilier commercial. Et c'était compliqué. Je l'ai ressenti avec le corps. Parfois, il y en a, c'est la tête. Moi, c'était le corps où je me suis retrouvée. J'avais le dos paralysé, j'avais les mains qui commençaient à se paralyser. C'était très compliqué. Donc, peut-être que vous avez fait du burn-out. En tout cas, moi, je suis passée par là. Je le souhaite à personne. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Mais c'est aussi comme ça que vous vous rendez compte que vous ne rentrez pas dans les cases, clairement. Même s'il faut me rentrer dans les cases pour beaucoup mieux en sortir, on peut avoir ce sentiment-là. J'ai aussi tapé, j'ai coché la case de la relation toxique pourrie, vous savez, avec le fameux taré qui m'a pourri 3 ans de ma vie, où vous perdez l'intégralité de la confiance en soi qu'on peut avoir, où c'était un peu un enfer quotidien. J'étais géolocalisée, j'avais des caméras chez moi, je savais pas. Je devais faire attention à toutes mes tenues, etc. Bref, jusqu'à ce que sa mère me dise, écoute, il faut que tu partes pendant que tu peux encore. Là, je me suis dit, il va peut-être falloir faire quelque chose. Voilà. Donc, ça a été compliqué. Et en fait, à ce moment-là, après 40 milliards de ruptures, eh bien, j'étais en train de pleurer dans mon lit, enfin, comme d'hab, quoi. Voilà, le cliché total. Et j'ai une amie qui me dit, écoute, là, je vais visiter un bien IMO. J'aimerais devenir propriétaire. C'est un bien qui est divisé en 2 petits studios. Est-ce que tu voudrais venir avec moi? Comme elle savait que moi j'étais full IMO, bah vas-y. De toute façon, j'avais autre chose à faire j'avais rien d'autre à faire que de rester dans mon lit. Donc je lui ai dit OK et je suis venue visiter ce petit immeuble de Delot. Bah écoutez, ça a été un paf. Il s'est passé un truc. Vous savez, le feu intérieur. Il s'est passé un vrai déclic de malade. Je pense qu'on a tous besoin d'accomplissement, de se sentir utile dans la vie, de servir à quelque chose, quoi. Et donc là, 2 semaines plus tard, étant donné que j'ai une petite appétence bulldozer en moi, eh bien, j'ai signé 2 compromis pour 15 appartements, un immeuble de 8 studios et un immeuble de 7 studios. J'ai eu un déclic de malade, en fait. Je me suis
foutue dans la brèche du sentiment d'utilité. Ça a été tellement violent pour moi, je me suis dit, bah, vas-y, c'est parti. Et puis, bah voilà, je suis ascendant Capricorne, signe lunaire Bélier, on peut le retrouver ici. Voilà pour la petite dédicace à ceux qui comprendront. Ensuite, bah, j'ai tellement kiffé que j'ai enchaîné les apparts. 2 ans et demi plus tard, bien j'ai et pas mal d'investissements après, j'ai posé ma dème, où là, en fait, c'était l'été en 2021. 2021, j'avais meublé 19 biens. Donc 19 lits, 19, il y avait de la chambre de coloc en fait. 19 lits, 19 chaises, 19 télé accrochées au mur, 19 bureaux, tout ça. Et là, je relève la tête de l'eau et je me dis, ah ouais, bah ça fait du cash en fait. Et là, je me suis dit, cette fameuse case dans laquelle j'étais et dans laquelle elle m'allait pas cette case, eh bien je me suis dit, je peux me barrer. Et ça, c'est cool. Et ce sentiment, ce choix d'avoir enfin, c'est un luxe de se barrer aujourd'hui et de dire, ciao Renaz, et ben ça, c'est cool. Donc, j'ai remplacé mon salaire où j'arrivais en fait à plus de 9 000 euros de loyer net par mois. Quand j'ai posé ma dème, j'étais à moins de ça d'ailleurs. J'étais à 6 500 approx et après j'ai réinvesti pour atteindre les 9 000. Aujourd'hui, bah, je suis à 54 locataires puisque j'ai continué à investir même en ayant posé ma dème et sans CDI quoi. Et puis j'ai décidé d'aider un maximum de monde à investir dans l'immobilier pour décupler les revenus. Et j'ai cofondé Evermind Formation avec Thomas. Thomas qui est mon associé qui lui est à Salon de Provence exactement, qui est un investisseur top, engagé, génial. C'est le meilleur aussi associé de la Terre que je puisse avoir. Et big up si jamais il est dans le coin. Et qui est donc investisseur. Et on s'est dit qu'on allait aider un maximum de personnes à passer le cap. Lui, c'est un ancien pilote d'hélico de combat à l'armée. Pour vous dire, on peut vraiment avoir des reconversions de malades et c'est possible. Voilà. Et il a investi, il a fait des opérations de malades, de l'achat-revente, etc. Enfin, une dinguerie. Là, je vous montre un peu mon écosystème. Donc, 13 appartes, 35 chambres de coloc. J'ai fait x3 sur mon salaire en 3 ans. J'ai commencé en août 2019 par un immeuble de 8 studios. Ensuite, en mai 2020, une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. En août 2020, j'ai signé 2 petites maisons en coloc du même propriétaire qui vendait, qui avait besoin de vendre en fait. Octobre, j'ai signé une maison que j'ai divisée en 8 studios. Décembre, mon plus gros projet que j'avais fait, une maison que j'ai transformée en un gros co-living de 8 chambres. On est sur 230 mètres carrés à peu près. Là, 2021, stop it, hein. Là, j'ai fait les travaux. Ok, j'avais la tête dans le guidon, j'étais rincée, j'avais des cernes comme ça. C'était compliqué ma vie à ce moment-là parce que je vous rappelle que j'avais un job prenant de ouf, je faisais 55 heures par semaine et en même temps, je devais gérer ma vie de chantier, les gars partout, monter les équipes techniques, tout ça. Enfin, c'était chaud de ouf. Donc, pas évident. Là où j'ai relevé la tête et je me suis dit, ok, je peux quitter mon job. J'ai continué à investir, donc ça, j'ai posé ma dème le 5 septembre 2021 et j'ai continué à investir en mars 2022 avec une coloc de 3 chambres dans le 94. Ensuite, j'ai acheté une petite ruine pour y rénover. Un appart à Châtenay-Malabry, donc dans le 92, pareil, en mai 2022. Et puis 2023, pareil, il fallait que tout se mette en place, etc. J'ai cofondé donc Evermind, donc là il a fallu, je découvre d'autres choses, du recrutement, etc. Et 2024, donc j'ai acheté l'appart dans lequel je suis actuellement, vous voyez, exactement le 29 novembre 2024. Et donc là, il est en location, je pars demain, j'ai les locataires qui sont arrivés, donc le premier qui est arrivé tout à l'heure, la suite ils arrivent, et la partie où je suis qui va être pour moi aussi quand j'y vais et en même temps en courte durée, il commence à louer demain. Donc, je suis bien contente. Voilà. Investir en immobilier, ça peut faire peur. Je suis passée par là, j'ai fait des erreurs. Je vous avoue qu'au début, je n'osais pas dire que je faisais des erreurs parce que j'avais l'impression, vous avez vu mon background IMO, j'ai fait toutes mes études en IMO, je bossais sur des chantiers de malade mental en IMO, et pourtant, je me suis fait arnaquer sur mon tout premier chantier. Et je me disais, ouais, ça va retirer ma crédibilité, tout ça. Et en fait, ça fait partie de moi et c'est de l'expérience. Mon père, il m'a toujours dit, on s'en fout, t'auras jamais d'échecs, t'auras que des expériences. Et du coup, je le dis tout le temps aux gens. C'est trop important, quoi.
Enfin, voilà, il y a plein d'expériences à apprendre et l'idée, c'est que je puisse vous transmettre aussi tout ça pour que vous évitiez de faire les mêmes boulettes. Donc, j'ai compris ce qui marchait vraiment et aussi ce qui marchait pas du tout. Et donc, je vais vous donner donc les clés pour réussir à ne pas perdre des années à chercher tout seul dans son coin. Parce que ça sert à rien. Là, je vous ai montré un peu mon package parce que parfois, en fait, on me pose la question, on me dit est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai, etc. Donc, une image, ça peut parler beaucoup plus. J'ai fait 3 acquisitions en nom propre. J'ai 3, mais en fait 4 SCI puisque je suis actuellement en cours d'acquisition d'un local commercial sur Paris à côté de Montparnasse. Donc ça fait 4 SCI, mais je ne l'ai pas indiqué, et une holding, voilà, qui va relier tout ça. Donc on est à 22 000 euros de loyer brut par mois, brut, hein, on ne s'enflamme pas. Il y a la mensualité de crédit, voilà, tout plein de choses, les petites charges, les copros ou autres. Donc on arrive approximativement à 9 000 euros net. Régis, j'ai pas compris. Off marketing. Et Kevin, je te répondrai tout à l'heure. Alors, où chercher un bien immobilier? On rentre directement dedans. Prenez des petites notes. N'oubliez pas ça, c'est important. Si vous avez des questions, vous les posez et je reviendrai dessus de toute façon après. Donc, l'idée, c'est qu'on ne fasse pas comme tout le monde. Ok? Vous avez bien compris ça. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Donc, sur les sites d'annonces en ligne, bien entendu, ça peut être de la base et ça marche très bien. Le Bon Coin, il y en a qui disent que effectivement c'est mort, Le Bon Coin, nanana. Moi, je peux vous assurer que non, c'est pas mort. Pourquoi? Parce que monsieur et madame Mangin, 60 ans, qui veulent surtout pas passer par une agence. Vous savez quoi? Je vais vous prendre mon père. Ils sont en train de vendre, il est en train de vendre sa résidence principale dans le sud de la France. Mon père, le gars qui est allergique aux agences. Il se dit toujours, ils vont me piquer mon argent, c'est mort, je veux pas qu'ils mettent des frais en plus. Et il a 70 balais, il a fait quoi? Il a mis sa maison sur Le Bon Coin. Donc, je peux vous assurer que Le Bon Coin, ce n'est pas mort parce que c'est resté ancré dans la mémoire et dans les habitudes des gens. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que en immobilier, ce qui va nous faire aussi faire des bonnes opportunités, on va avoir donc les divorces, point 1. On va avoir les successions et il y a bien entendu dedans des vieux qui vendent. Et les vieux qui vendent, ils sont pas sur les nouvelles applis à la mode, tout ci, tout ça. Pas du tout. Ils restent sur le bon vieux, Le Bon Coin à l'ancienne. Donc moi, je trouve que c'est pas mort. Je pense que le mieux, c'est d'aller vous connecter même sur Castorus. Castorus, vous allez pouvoir sélectionner en fait les biens par rapport au prix au mètre carré, également par rapport à la date de sortie de l'annonce. Ça vient scraper un peu sur tous les sites en même temps, que ça soit Se Loger, Bien d'ici, Le Bon Coin ou autre. Et en fait, vous pouvez regarder par rapport à la date de sortie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quand ça vient de sortir, moi, je trouve ça cool. J'ai acheté plein de biens avec Le Bon Coin. Se Loger, alors pourquoi pas? Je l'ai mis quand même, mais en toute franchise avec vous, moi j'ai jamais acheté avec Se Loger. Je trouve que c'est mieux pour, par exemple, j'ai loué, moi je suis locataire de mon propre appart, et enfin pas de mon propre appart, je suis locataire tout simplement à Issy-les-Moulineaux parce que sinon ça me coûterait beaucoup trop cher et ça mangerait mon taux d'endettement. J'ai trouvé l'appartement sur Se Loger. Oui, et ça, je trouve que pour la location, c'est OK, mais pour de l'achat, un peu moins. Logikimo aussi, Bien d'ici aussi, tout ça, ça marche plutôt bien. Enfin, moi, je suis assez alignée. J'ai trouvé des biens là-dessus, c'est pas mal. Castorus, franchement, je vous le recommande grave. Je trouve que moi, je vais aller trier les annonces, en fait, par rapport à la date du bien et également par rapport au prix au mètre carré. Chose que d'autres sites ne font pas. Ou en tout cas, c'est pas forcément visible. Là, vous avez pouf, une liste qui sort. En plus, vous pouvez télécharger le petit widget qui vient analyser directement les annonces que vous checkez. J'adore. Vous allez également avoir les sites comme l'e-box. L'e-box, en plus, moi, j'ai un petit code, je crois. Attendez, je l'avais mis de côté. Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. J'ai un petit code à mettre de côté. C'est un sélecteur. Je vous le mets là. Donc, un petit code de parrainage. Je crois que vous avez 5% dedans. Et en fait, ça vous permet de faire des petites recherches. Je vais être totalement transparente avec vous.
ce l'e-box, à la base, moi, je devais faire des échanges et bosser avec eux il y a 2 ans, je crois. Et au moment de démarrer, bah, j'avais fait demi-tour parce que je ne peux pas recommander des trucs auxquels je ne crois pas. Ça, enfin, je suis trop cash pour ça. Et en fait, je l'ai retesté il y a quoi? Il y a 2 mois et demi? Non, en janvier exactement. Et je me suis dit: «Putain, ça a bien évolué, c'est cool». Et j'ai recontacté le fondateur pour lui dire: «Écoute, je trouve que c'est pas mal et maintenant j'accepte d'avoir un petit code, pour, pouvoir aider les gens et d'avoir un petit code promo pour, leur faciliter la vie». Voilà pour le truc. Et en fait, ce que j'adore avec ça, c'est que vous avez possibilité d'analyser les villes. C'est, assez simple, ça va vous dégainer, attendez, je peux peut-être vous montrer en plus. Moi, j'aime trop ce truc-là. Tuk tuk tuk, se connecter. Attendez, je regarde si je peux vous montrer. J'avais pas de prévu. Là, on est totalement dans les aléas du direct, hein. Est-ce que ça marche? Ça marche pas, le site est en maintenance. Ah, vous avez pas de chance. Bon, tant pis. Je réessayerai tout à l'heure si je peux vous montrer, tant pis. En gros, vous pouvez faire de l'extraction de l'analyse de ville. Et ça, j'aime beaucoup. Vous allez avoir le taux de locataire, le taux de propriétaire, le nombre d'habitants dans la ville, le taux de rentabilité. Les quartiers sont déjà analysés. Ça fait gagner pas mal de temps. J'aime beaucoup. Et également, vous allez pouvoir donc trier aussi les biens et appuyer sur des montants hypothétiques de travaux pour faire votre renta. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, à tester. J'essaierai de retourner dessus tout à l'heure si ça fonctionne. Ensuite, vous avez donc le off-market, bien entendu. Donc, si c'est ce que tu voulais dire, Régis, j'ai déjà acheté en off-market, bien entendu, et même au tout début. L'idée du off-market, donc, en gros, c'est d'obtenir l'opportunité avant tout le monde à des prix attractifs parce que c'est pas sorti. Faut vous dire un truc. Les agents immobiliers, ils sont comme vous et moi, et en fait, ils ont pas le temps. Ils sont débordés comme vous. Et si l'agent immobilier peut se permettre, enfin, peut vendre un bien avant de faire la petite fiche, de mettre les petites photos, de mettre l'annonce en ligne, nanani, nanana, où ça va lui prendre 1 heure et demie parce qu'il n'est pas organisé, tout ça, j'en sais rien, eh bien, ça l'arrange grave. Donc, dans ces moments-là, s'il a une petite liste de personnes à appeler en se disant ah, mais en fait, cette opportunité, elle est dingue. Vas-y, j'appelle X, j'appelle truc, etc., etc. Et comme il sait que vos recherches, bah, c'est je veux une coloc qui fait minimum 3 chambres, nanana, ou je veux un immeuble de rapport qui fasse au moins 2 lots ou 3 lots. Par exemple, ouais, moi, je n'achète pas de coloc en dessous de 3 chambres et je n'achète pas d'immeuble de rapport en dessous de 3 lots. Tout simplement parce que la coloc, c'est la 3e chambre qui vient aussi faire la plus-value. Et l'immeuble de rapport, en dessous de 3 lots, si j'en ai un qui ne me paye pas, bah, sur mon crédit, c'est un peu limite. Vous voyez, c'est des petites astuces terrain, quoi. Donc, l'agent immobilier, voilà, si il a votre contact, et moi, ça m'est arrivé sur, franchement, plein de biens. Plein de biens où le tout premier, bah non. Mais en fait, c'est le premier où il m'a fait confiance. Et le deuxième, il m'a dit, écoute, j'ai un truc là, ça peut peut-être t'intéresser. Il m'envoie quelques éléments. Moi, j'ai envoyé mon offre en direct et basta, je suis allée visiter dans la foulée. Et en fait, c'était totalement du off-market. Il n'y avait pas de petites affiches. Donc voilà. Après, vous voyez, en Ile-de-France, c'est des biens où moi, il y avait les annonces. Je suis allée sur les sites directement, style Le Bon Coin, Castorus. Donc, ça dépend. Mais c'est bien de pouvoir avoir plusieurs stratégies en termes de recherche. Ensuite, on va avoir donc les enchères. C'est des opportunités assez intéressantes. Il faut aussi avoir un peu de cash, avoir un avocat pour ça. Le truc, il doit être plutôt bien packagé parce que vous ne pouvez pas y aller à l'arrache. Puis, il y a plusieurs types d'enchères en plus. Mais vous pourriez tomber sur des belles pépites. Ça vaut le coup aussi d'aller regarder sur Interactive des notaires. Je crois que ça s'appelle exactement. On va avoir aussi le bouche à oreille. Vous ne vous rendez pas compte de la force du bouche à oreille. On est des humains. Toi, moi, on est des humains. Eh bien, là, je vous mets en situation. Je suis une femme et donc, je passe 3 piges chez le coiffeur. D'accord, c'est le privilège des cheveux longs. Donc, chez le coiffeur, je fais quoi? Eh bien, je parle avec mon coiffeur. Bon, maintenant, j'emmène mon PC parce que je fais du télétravail, télécoiffeur. Mais sinon, chez le coiffeur, une nana parle énormément. Les hommes avec les cheveux courts, souvent, vous restez pas trop longtemps. Nous, on tchatche. Et en fait, quand le coiffeur, vous lui passez un peu le message, ce genre, donc de dire, ok, je recherche un bien, si jamais tu entends quelqu'un qui vend un truc, tu as mon numéro, tu prends les coordonnées, etc., tu m'envoies. Zou,
Le coiffeur, il veut juste être sympa avec ses clients aussi, hein. Et donc, quand il va entendre que Jacqueline du 20e arrondissement, j'en sais rien, elle vend son appart, but, voilà. Et bah ça s'appelle du off-market par le bouche à oreille. Et c'est génial. Chez le coiffeur, il est bien conscient, c'est qu'on reste vraiment une blinde de temps et on a que ça à faire de parler et de raconter un peu sa vie. Voilà. Le fleuriste du coin, ça peut être sympa aussi parce que pareil, pendant que il y a pas mal d'habitués. Et en fait, les habitués, pendant que le bouquet est en train d'être confectionné, eh bien, j'adore, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Le bouquet, pendant qu'il est en train d'être confectionné, il y a un peu de temps, et pareil, on est des humains, on discute, etc. Et moi, ça m'est arrivé d'être en faisant la queue chez le fleuriste, d'avoir la personne en face qui discute avec le fleuriste et qui dit justement, bah écoutez, là, moi je suis en train de vendre mon appart, je vais le mettre en vente, donc après j'ai un rendez-vous, nanana, avec mon agence, tout ça, tout ça. Et donc, voilà, vous voyez ce genre de petits trucs. Vous avez ça me vient à l'esprit tout de suite, le PMU. PMU, la dernière fois, qu'est-ce que je faisais au PMU? C'est très bizarre de dire ça, je faisais quoi? Ah oui, j'avais déposé mon scout pour la révision et j'attendais en face et il y avait un PMU. Je pose mes fesses au PMU, je prends un café, j'entends les discussions autour de moi et il y avait deux petits vieux qui étaient en train d'échanger et il y en a un qui disait à l'autre, ouais, bah là, moi, je vais revendre mes 2 SCI, j'en ai marre, c'est bon, je suis vieux, maintenant, je veux profiter. Ouais, bah ok, enfin, tu récupères le contact, allez, ok, il y a quoi dans ta SCI Voilà, vous voyez, c'est juste être humain, quoi. Pareil, donc le réseau, ça peut être le notaire. Le notaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui font vivre les investisseurs immobiliers, les divorces et les successions. Moi, j'ai franchement 3/4 de mes acquisitions, c'est des successions, hein. Même peut-être plus, même peut-être 90%. Et après, c'est du divorce. Donc, qui est-ce qu'on appelle quand il y a un décès? On ne vous appelle pas vous direct, on appelle le notaire. Ok, après les pompes funèbres. Mais on appelle le notaire parce que comment on fait, qu'est-ce qui se passe, enfin, je ne sais pas gérer quoi. Et donc le notaire, c'est le premier à être au courant des successions. Donc, passez-lui un petit coup de téléphone. Ça peut être également un voisin, un ami. Je ne l'ai pas noté ici, mais vous avez aussi le syndic. Pareil, le syndic va être au courant dans un immeuble, quel lot est à vendre, etc. Le gardien, la gardienne, eux, ils savent tout. C'est des commères de malades. Donc, n'hésitez pas à leur laisser un petit message, le petit numéro de téléphone. Moi, ça m'est arrivé. J'ai un appart donc à Châtenay-Malabry dans le 92 qui est une coloc de 3. Et je me suis bien entendue parce que à chaque fois que j'achète, je vais offrir soit du chocolat, soit du champagne un peu aux voisins et aux gardiens quand il y a un problème. Enfin, au début. Parce que comme ça, quand il y a un problème, au lieu d'appeler la police et de taper des scandales, etc., bah, ils m'appellent moi directement, on trouve des petites solutions et ils vont avoir moins tendance à me taper sur les doigts parce que je suis une personne ultra agréable. Et donc, étant donné qu'ils savent que bah voilà, je coche les cases, je respecte les règles, je paye mes charges, enfin tout ça. Il y avait un appart en vente, direct, ils font quoi? Bah, ils m'appellent en fait. Alors je dis, bah, les gars, je peux pas tout acheter, moi, je peux bien, mais ouais, mais on aime bien t'avoir quand même comme copropriétaire, c'est cool, tout ça. Ouais, mais non. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce genre de petites choses-là, ça peut être pas mal. Oubliez pas une chose, et je viens de vous donner un peu un tips ultra méga important là. Tous ces personnes qui vont en fait aussi œuvrer un peu pour vous de façon tentaculaire. Les gens n'ont pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Ok, c'est assez rare. Est-ce que vous avez quelqu'un qui va toquer à votre porte, un voisin qui vous offre des cadeaux? Je peux vous assurer qu'en région parisienne, déjà vous avez des voisins qui emménagent, c'est limite s'ils vous invitent à boire un café. Là, moi où je suis dans l'appart aujourd'hui, mais j'ai déjà bu des cafés avec tout le voisinage. Ils ont déjà visité l'appart, en fait. Ils sont venus prendre l'apéro et je les ai vus. J'ai changé mes fenêtres, je leur ai proposé les fenêtres. Là, je mets en location le garage. C'est les premiers à qui je propose de louer le garage. Donc, il y a une relation qui se met qui se met en route. Et donc, quand vous offrez une bouteille de champ, un petit chocolat, un petit truc, moi, je l'avais acheté du coup, pour Noël, j'avais distribué des chocolats dans l'immeuble. Les gens se rappellent de vous et ils se rappellent de vous en bien. Donc, essayez de marquer les esprits de façon positive et vous allez vous rendre compte que plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Tout simplement, c'est le cycle de la vie. Les critères d'un bon investissement. Et oui, je suis d'accord avec toi.
Alors, j'ai traîné déjà hein, pour cette première partie. Bon, j'espère que vous êtes chaud parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, l'emplacement. Donc, quartier et environnement. Ça, c'est ces éléments-là, c'est vraiment des trucs qui vont être ultra importants. Il faut les avoir en tête. Tout ça, ça va faire partie de votre étude de marché. OK? On appelle ça un peu la règle des 3 E aussi. C'est emplacement, emplacement et emplacement. OK? Simple et efficace. Donc, le quartier et l'environnement. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je suis d'accord que vous n'allez pas forcément habiter là-bas. Par contre, moi, investir dans un bien où je me promène à 19h et j'ai l'impression de me faire couper la gorge comme ça, où je me dis, je vais me faire voler mon téléphone à un coin de rue, mais c'est mort. Pas du tout. Parce que dans ce cas-là, moi, limite, je vais avoir peur de louer pour mes locataires. Pas du tout. Et puis je me dis, ça veut dire que je vais avoir la clientèle qui est dans ce quartier-là, qui pourrait me louer. Enfin, non, no way. OK, on va pas chercher les galères. Ça doit être le calme, l'attractivité. Est-ce que vous avez des, je sais pas des pôles universitaires, des industries à côté, une gare, vous voyez, je l'ai mis du coup après, la proximité des transports, ça va aussi avec l'attractivité. Métro, bus, gare, aéroport. Qu'est-ce qu'il y a un axe à côté? C'est extrêmement important. Moi, j'aime bien acheter à des endroits où il y a des gares avec des lignes des TGV, ce genre de choses-là. Je sais que c'est simple d'accès et quand c'est simple d'accès, il y a du monde et il y a du flux migratoire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui bougent, ok? Ça, dans le côté attractivité, ça peut être aussi. Moi, j'aime bien acheter dans les villes où il y a un pôle santé important. Je trouve que quand il y a un pôle santé important, eh bien, ça va naturellement développer l'attractivité de la ville. C'est des petits restes de mon ancien taf, hein, clairement. Une ville qui n'a pas de pôle santé, c'est une ville qui est en déclin. Quand il y a un pôle santé, c'est qu'il y a des familles, c'est qu'il y a, il y a des naissances. Donc, on développe de l'offre de santé. Les gens ont besoin de vivre, les gens ont besoin de se soigner, etc. Donc, il y a du taf, il y a de la santé. Une ville où il n'y en a pas du tout, j'aime pas trop. Voilà. Donc, j'aime bien regarder ce genre de choses-là. Et en plus, ça draine énormément de monde. Regardez dans les hôpitaux, si vous faites, je sais pas, avec une colloque pour les infirmières, c'est génial. Vous voyez ce genre de choses. Les commodités, donc les commerces, les écoles, les services médicaux, comme je vous disais, les loisirs, qu'est-ce qu'on va avoir, voilà, qu'est-ce que ça draine. Potentiel de valorisation, projet urbain à venir. Je sais que j'avais fait un coaching avec un petit jeune qui avait trouvé des informations comme quoi on était au nord de la France, Normandie approx, et qui avait une usine, une centrale, pardon, je ne sais plus si c'était une centrale, une centrale. On va dire une centrale, qui allait arriver. Et donc, la centrale, il faut la construire. Et ensuite, il y a du monde qui va travailler dans cette centrale, tout ce genre de choses-là. Et donc, en gros, il a acheté une maison juste à côté du projet. Et aujourd'hui, il loue du feu de Dieu. Genre, c'est blindax. C'est des gens qui louent au mois, c'est des travailleurs au mois. Et en fait, il se fait des cacahuètes en or. Donc, il faut être un petit peu visionnaire aussi. Le dynamisme de la ville, regardez, dans ces moments-là, vous tapez le nom de la ville. Moi, je tape sur Google et je vais dans Actualité. Vous voyez un peu ce qui sort. Déjà, quand vous tapez le nom de la ville et vous voyez que attaque au couteau partout, voilà. Pas trop. Voilà. Nuisance éventuelle, bruit, odeur, pollution. Ça, par exemple, le bruit, personnellement, je n'achèterais pas au-dessus d'un kebab. C'est mort. Souvent, c'est le genre de commerce de bouche, du fast-food, voilà, où ils sont ouverts archi tard. C'est bien quand tu as faim et que tu rentres à 2h du mat. Mais par contre, quand tu as ton locataire qui est juste au-dessus et qui se tape les odeurs de viande grillée, pas trop. OK? Ce genre de choses. Pareil, j'achèterais pas un appart en rez-de-chaussée à côté d'un resto chinois. Non, j'ai pas du tout envie d'avoir des cafards, des souris, ce genre de choses. Et il y en a très souvent. OK? Là, je vous balance vraiment, c'est pas du jugement, c'est de retour d'expérience. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce genre de petits trucs où ça vous a l'air des petites lumières, quoi. Les odeurs, ce genre de choses, si vous êtes à côté d'une centrale d'épuration, ben, c'est pas trop sexy. Voilà. On continue avec les critères, les caractéristiques du bien. Donc, l'étage et l'accessibilité. OK. À quel étage on va être? Est-ce qu'on est sur du 5 étages sans ascenseur? Bon, si on n'est pas sur du Paris, il va falloir qu'il y ait une sacrée tension locative dans la ville pour
avoir de l'attractivité ou alors tout s'achète. Hein. Moi, vous me dites, ouais, il y a un super deal, 5e étage sans ascenseur. Ok, par contre, il a intérêt à être vraiment pas cher pour que je puisse mettre des loyers moins chers et aller attirer des gens qui veulent se loger là-bas, mais moins cher, mais quand même dans des conditions ok. Vous voyez, toute une question aussi de pricing. Donc l'ascenseur, oui ou non, norme PMR, donc PMR, personne mobilité réduite ou pas, hein, ça va dépendre aussi de ce que vous faites. C'est différent quand on est dans le neuf ou autre. Surface, donc la loi Carrez des appartements. Quelle surface fait l'appart? Bien entendu, trop important. Voilà. En plus, selon ce que vous allez chercher, on va pas avoir les mêmes normes partout. Par exemple, je sais que c'est frontière luxembourgeoise, frontière suisse, Paris, Île-de-France. Si vous faites de la colocation et que vous n'avez pas vraiment d'espace commun, c'est des zones, même Lyon aussi, il y a tellement de tension locative qui est importante que vous allez louer quand même. Par contre, des villes un peu plus où il y a une forte concurrence, vous allez devoir vous distinguer par rapport à ces services. Donc, c'est là où vous allez affiner aussi par rapport à la surface que vous allez vouloir trouver pour votre appartement. Nombre de pièces et agencement. Donc là, il faut regarder comment il faut tout l'appart, hein, tout simplement. Et la circulation, on ne pense pas assez au flux de circulation dans un appart. Ça, c'est pareil, c'est des trucs de mon ancien job. Il faut que les gens puissent circuler correctement. Donc, par exemple, comment ils vont se croiser dans un couloir? S'il y en a un qui passe par là, comment il va passer par là? Est-ce qu'on peut se croiser comme ça? Vous voyez, c'est vraiment cette optimisation-là qui se fait aussi avec les plans. L'orientation et la luminosité, donc l'exposition au soleil. Ça, c'est important aussi pour le DPE. Un bien qui est exposé nord aura naturellement une note beaucoup plus basse qu'un bien exposé sud. C'est classique, d'accord? Vous pouvez aussi avoir des apparts qui est traversant. Là, je vous le donne aussi, par exemple, vous avez un immeuble de 4 étages, ok? Le rez-de-chaussée, s'il est sur des caves qui ne sont pas chauffées, comme la plupart du temps, il va avoir une note qui est plus mauvaise. Mais au plafond, ça sera chauffé puisque l'appartement du dessus est chauffé. Ok? Si vous allez prendre le dernier étage, le 4e étage, le sol, pas de souci, le local d'en dessous sera chauffé. Par contre, au-dessus, ça ne sera pas chauffé. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas isolé et donc vous perdez, vous avez de la déperdition, donc une note de DPE moins bonne. Donc, en gros, si on prend un immeuble de 4 appartements, ok, de 4 étages, pardon, le dernier étage et le rez-de-chaussée, moins bonne note de DPE. L'idéal, c'est par exemple le 2e étage. On se dit qu'en dessous, il y a un appartement, donc ça donne sur un local qui est chauffé. Au-dessus, il y a un appartement, donc ça donne sur un local qui est chauffé. Et le mieux, c'est en plus si vous arrivez à avoir l'appartement entre 2 autres appartements. D'accord? Parce que là, en plus, on se dit, c'est chauffé en haut, c'est chauffé en dessous, c'est chauffé sur les côtés. C'est pépite pour le DPE. Par contre, si vous êtes dans un angle et que là, il y a un appartement ici, mais que là, il y a un angle et que là, on donne vers l'extérieur, ça veut dire que vous avez 2 faces de votre appartement qui donnent vers l'extérieur sur du local qui n'est pas chauffé, puisque c'est extérieur, et donc, moins bonne note de DPE. Voilà, je vous ai fait un petit cours de DPE en 2. Ensuite, présence d'un extérieur. Est-ce qu'il y a un balcon, une terrasse, un jardin? Là, vous avez peut-être pas vu, mais avec la dernière, les modifications finances, maintenant, le balcon, on va payer c'est canon, c'est cool, c'est génial, les locataires adorent, mais on va payer une taxe foncière un peu plus importante. Ok, voilà, ils ne savaient plus où gratter, ils ont gratté là-dessus. Le stationnement, est-ce qu'il y a un garage? Oui ou non? Une place privée? Oui ou non? Moi, par exemple, j'ai un garage ici, je le mets en loc, ça va me faire, du coup, je vais pouvoir louer 3 chambres de colocation, une partie, le T2 en Airbnb et le garage en plus. Donc, vraiment, on optimise full package. Une cave aussi, qui peut être mise en location, ou un grenier. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est possible. On vient optimiser. Donc là, quand vous allez avoir ça, vous allez... si vous dites qu'il y a une cave, un garage, et vous avez une coloc de 3, en gros, ça peut faire 5 lignes de cash qui rentrent dans votre poche tous les mois. Soit une chambre, 2 chambres, 3 chambres, un garage, une cave. OK? Ensuite, l'état donc général du bien. Donc, structure et fondation. Fissures, affaissement, humidité. Là, on va sortir un peu notre radar. Vous voyez, il faut faire son œil. Hein. Je ne vous demande pas aujourd'hui d'avoir un radar. Moi, je snipe en 2-2. Mais ça vient avec le temps. J'ai plus d'expérience maintenant qu'avant.
La fissure, quelle est la taille de la fissure? Est-ce qu'on est sur une grosse fissure où là, on va se dire, solidité de l'actif en péril, c'est pas ouf, il va falloir faire passer un ingénieur BOT technique, ok? Est-ce que c'est une bébé fissure et en réalité, un bâtiment, ça bouge, voilà, ça peut le faire. Est-ce qu'il y a un affaissement? Est-ce qu'il y a de l'humidité? S'il y a de l'humidité, d'où ça vient? Moi, le tout premier bien que j'ai acheté, l'immeuble de 8 studios, il y a en gros un pavé là, à l'immeuble et il y a une dépendance en plus, c'est un studio, hein, en long comme ça. Et en fait, quand j'ai acheté, il y a un mur qui est bombé à mort. Mais genre, on appelle ça un ventre, je crois, en archi. Et vraiment, quand vous êtes de la rue et que vous regardez le truc, vous vous dites, ah ouais, mais c'est chaud quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, il y avait, vous savez, au-dessus des murs comme ça, normalement, vous avez une protection. Ça fait une espèce de petit chapiteau. Donc l'eau s'écoule sur les côtés, ça va dans les gouttières et ça c'est cool. Si jamais vous n'avez pas de protection de ce mur-là et que vous avez la moindre petite infiltration, eh bien en fait, ça vient gorger le mur d'eau. Donc il vient gonfler. Et alors, c'est pas pour ça qu'il va s'effondrer demain, hein. Là, en plus, c'était de la qualité, il n'y a pas de galère. Maintenant, moi, j'ai fait tout réparer. On garde le ventre, il est toujours bien gonflé. Mais c'est sain, il n'y a aucune galère. Donc, dites-vous bien que faut pas non plus se faire peur pour rien. Si jamais à un moment vous doutez, vous faites passer quelqu'un. D'accord? Moi, je pense sincèrement que vous n'avez pas besoin d'avoir forcément l'intégralité des connaissances de la Terre pour investir. Par contre, vous devez vous entourer pour être sachant. Le pire pour moi sur une opération, c'est de ne pas avoir, d'avoir des surprises. Je déteste les surprises en IMO. Hein. Pas de souci, tu me ramènes des fleurs, je suis contente. Mais je déteste les surprises parce que ça veut dire que j'ai mal fait mon job, que j'ai pas anticipé. Tant que je suis au courant, je vais pouvoir trouver une astuce, une galère, un truc. Et au pire, je me dirais, c'est de ma faute, j'ai accepté de tolérer ce risque. Voilà. Estelle, des astuces sur quoi? Dis-moi. Peut-être de bien voir pendant les visites. Je vais en parler après des visites. La toiture, étanchéité, l'âge, le besoin de rénovation. Tu vois, astuce, prends un drone. Tu fais voler le drone, tu regardes ta toiture si tu vois rien et ça se voit, tu vas le voir assez facilement. Tu peux aussi faire passer quelqu'un. C'est pas toujours évident les toitures. Il y a des choses qui se voient à l'œil. Moi déjà quand je vois une toiture, alors attention. Vous voyez, point important. Je vous donne trop de trucs ce soir. Moi, je pense que vous allez rester longtemps avec moi. Si vous avez une charpente, il faut distinguer la toiture de la charpente. Vous pourriez très bien avoir une charpente qui est un peu arrondie comme ça, où vous dites à l'œil, ça peut faire peur. On se dit, ah ouais, mais c'est chelou ce truc. Mais en réalité, c'est juste le bois. Ok? On se dit qu'une toiture, c'est simplement une charpente, peut être en bois, métallique, voilà. Et on vient mettre dessus, en gros, donc la toiture, ça peut être de la tuile, de l'ardoise, etc. En dessous, vous allez souvent avoir un film plastique, parce que si jamais, ça c'est pour les récentes, hein, si jamais il y a une fuite, au moins ça va s'écouler dans le plastique, qui va s'écouler dans les gouttières, et ça ne va pas s'écouler dans vos rénovations. Ça, c'est pratique. Donc, n'hésitez pas à aussi faire intervenir quelqu'un par rapport à la toiture, simplement pour avoir une vérif, parce qu'une toiture, en plus, ça coûte une blinde, grave. Donc, attention à ça. Demandez la dernière vérif de toiture. Vous pouvez aussi demander quand est-ce qu'elle a été refaite. Je dirais que factuellement parlant, dans mon ancien job, ce qu'on disait, c'est que c'était valable 10 ans. Ok ? Opérationnellement parlant, c'est carrément pas vrai. C'est carrément pas vrai. C'est comme les chaudières. On dit que la validité d'une chaudière, c'est 10 ans. Moi, j'en ai déjà eu qui avaient tenu 20 ans et elles étaient du feu de Dieu. Donc, voilà. Ça, c'est de l'expérience terrain, quoi. Et puis, faites intervenir des gens. Et j'ai des contacts pro pour des travaux de rénovation. Moi, dans l'écosystème Evermind, je fournis tout ça, en fait. Donc, ça veut dire que vous allez avoir décoratrice d'intérieur, personne pour les travaux, expert comptable, j'ai tout le paquet. Ce que moi, je cherchais au début, là, en gros, j'ai tout dans mon écosystème. L'isolation, donc ça, il va falloir le checker. Les murs, est-ce que déjà, quand vous le touchez, est-ce que le mur, il est froid ou pas? Un mur qui est humide, ça pue un peu quand même. Voilà. Donc, il faut savoir. Et l'isolation, c'est OK, ça s'isole un mur, il n'y a pas de galère. Si vous achetez un appartement qui est en angle comme ça, il faut juste faire chiffrer pour réisoler les murs extérieurs.
et vous allez gagner des notes de DPE. C'est OK. Les combles aussi. En plus, on a des aides aussi de l'État. Phonique, ça, c'est important. Ça m'est déjà arrivé de visiter un appart où, pendant la visite, et vous voyez, ça, c'était vraiment expert terrain. Pendant la visite, j'ai une personne au-dessus, une nana qui dégaine des talons aiguilles sur un plancher bois. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, j'avais pas idée du bruit que ça pouvait faire. Je l'ai croisée après en sortant. Je me suis dit, oh, ok, j'espère qu'elle met pas des talons hauts tout le temps. Et donc, vous vous rendez pas compte, ce genre de choses, le côté phonique peut être vachement important. Dans ces moments-là, pour la rénovation, on va aller travailler. Moi, je l'ai fait aussi pour mon appart divisé en 2 ici, sur de la cloison phonique. C'est le placo qui est bleu. Vous avez, il y a le vert, c'est tout ce qui va être pour l'humidité, pour les pièces d'eau. Et donc, le phonique, c'est le bleu. Et ça marche vachement bien. Les menuiseries, donc les fenêtres. Là, par exemple, moi, j'ai changé. J'avais des fenêtres bois, mais c'est passé franchement, on entendait tout, c'était pas dingue. L'isolation était pas ouf. Bref, je me suis dit, je vais la changer parce que je ne me voyais pas loger des gens dans des conditions comme ça. Et même pour moi, de mon côté, j'aimais pas trop. Donc, j'ai mis du triple vitrage. Et j'ai gagné, avec en plus mes travaux partout, une lettre de DPE. Je suis passée de D à C. Pépite. Voilà, donc fenêtres, les portes aussi, faut regarder. On va avoir bien entendu un étalonnage de porte, c'est l'air qui passe en dessous. Il faut qu'il y ait quand même de l'air qui passe parce que sinon vous avez de l'humidité, okay, même s'il y a de la VMC ou autre. Mais par contre, il ne faut pas non plus qu'il y ait ça. Voilà, donc ça c'est à checker. Ensuite, électricité et plomberie, conformité et vétusté, vous allez le voir aussi avec les diagnostics, bien entendu. Mais la plupart du temps, moi j'ai toujours acheté des apparts où il y avait toutes les lecs à refaire intégralement. Surtout qu'en France, les normes changent assez souvent. Donc ça, c'est toujours un poste de dépense un peu obligatoire. Le chauffage, quel est le type de chauffage? Est-ce qu'on est sur du fuel, du gaz, de l'électricité? Vous allez le voir aussi pendant la visite. Les chaudières au fuel, il faut bien se dire que ça va avoir tendance à disparaître à un moment. Donc, il faudra aussi se dire qu'il y aura un moment un budget de la copro pour le changer, quoi. Moi, j'ai acheté, dans le 94, j'ai acheté à Villejuif et il y a une chaudière au fioul. J'ai acheté en connaissance de cause. Et je sais qu'à un moment, ça changera. Mais en tout cas, le deal était bon et voilà. Mon premier immeuble, c'était un chauffage au fioul. Et en plus, j'ai eu une grosse merde. Et j'ai dû, 2 mois après mon acquisition, changer tout le chauffage au fioul pour de l'électricité. Parce que tout est passé en rade. Bon. L'entretien de la chaudière, vous voyez, ce genre de choses-là. Et présence d'amiante, plomb ou termites. Bon, attention, les termites, c'est pas partout. Il y a des zones, il faudra le voir. Vous allez le voir aussi, ça se voit un peu à l'œil quand même. Quand vous avez des poutres c'est des insectes xylophages, donc mongeurs de bois. Et en fait, on va le voir. Donc, ils mangent tout ce truc. Enfin, ça, c'est un enfer. Vous voyez, autant moi, je veux bien résoudre la masse de problèmes et je négocie. Autant il y a des termites, j'y vais pas. Je n'y vais pas. Le plomb, pas de souci. Souvent, vous allez le voir aussi dans ce qui va être les peintures des fenêtres, les peintures des garde-corps, ce genre de truc, c'est OK. Vous pouvez très bien le recouvrir d'une peinture bien couvrante, etc. Plus de galère, c'est OK. L'amiante, c'est pareil. L'amiante, elle est néfaste quand elle est dégradée. Point numéro 1. Point numéro 2, vous allez l'avoir pas mal dans des conduits d'évac, ce genre de choses-là. Pareil, vous avez des toitures en fibrociment, c'est aussi des planches, ou sur les conduits de cheminée. Dans le nord de la France, il y en a pas mal, où c'est du fibro. Et dans ces moments-là, pas de galère tant qu'il n'y a pas de dégradation et que c'est en lien avec le public. Si jamais c'est du conduit ou autre, vous pouvez simplement coffrer ce conduit. Et c'est totalement OK. En ce moment, acheter des apparts clagés, c'est de l'or. Mais de ouf. Moi, j'adore. Plus c'est pourri, plus j'aime. Alors, on va commencer tout de suite. Là, je vais analyser une annonce que moi, j'ai sélectionnée et je vais vous montrer un peu comment je réagis. Et je vous propose de m'envoyer une petite annonce peut-être que vous aviez en stock. Et je vais en analyser une comme ça à l'œil. Voilà. Pour vous le faire en direct de moi ce que je pourrais faire. Je ne vais pas vous faire l'étude de marché, mais je vais vous dire déjà ce qui me vient en tête quand je vois l'annonce. Donc, si jamais vous en avez une, posez-la moi en attendant que je fasse cette petite annonce ici. Donc là, on est sur un T2 à rafraîchir, idéal premier achat ou investisseur.
Ok, bon, bah là, rien de particulier à dire. On est à Champigny-sur-Marne, dans le 94. Moi, c'est une zone que j'aime beaucoup et j'avais déjà regardé pour aller investir là-bas d'ailleurs. Secteur calme et recherché, charmant T2 de 45 mètres carrés, situé au premier étage d'une petite copro bien entretenue. Bon, déjà, secteur calme et recherché, moi, j'aurais fait mon étude de marché auparavant en me disant, bah, ok, où est-ce que c'est? J'aurais bien dispatché, en fait, vous tapez un quartier Champigny-sur-Marne, et là, vous regardez, ok, quel est le quartier de la gare, Cati-Cati, etc., comment on fait, et c'est plutôt cool. Petit étage, enfin, premier étage d'une petite copropriété bien entretenue. Moi, le mot petite copropriété me plaît bien. D'accord? Parce que je me dis, bah, un petit copro, donc peut-être que les charges sont pas trop importantes. Les gens arrivent à se mettre d'accord. J'aime beaucoup les petites copros. Ça me va. Premier étage, assez cool parce que c'est pas du rez-de-chaussée où c'est toujours un peu décoté le rez-de-chaussée, même si j'ai acheté en rez-de-chaussée, donc c'est ok, hein. Mais premier étage, c'est cool. Il n'y a pas de perte de valorisation, c'est bien. 45 mètres carrés, je me dis pas mal. Pour un T2, peut-être que je pourrais aller faire un truc. Et là, je vais vous en parler après. L'appartement se compose d'une entrée, un séjour lumineux, une cuisine séparée, une grande chambre de 15 mètres carrés, une salle d'eau et de WC indépendant. Ok. Une cave complète ce bien. Vous vous rappelez, hein, on a la cave à louer en plus. Stationnement facile dans la rue. Bon, bah là, il n'y a pas de. Bon, bah, apparemment, je peux pas louer la rue, hein, bien dommage. Proximité des écoles, commerces et transports. Ça, c'est cool. Bus à 3 minutes, RER A à 15 minutes. Ok, plutôt cool. Gros potentiel pour ce bien à petit prix, idéal pour un jeune couple et un projet d'investissement locatif, quelques travaux à prévoir. Alors bon, ça, quand on me dit quelques travaux à prévoir, je vous avoue que souvent les agents immobiliers, ils aiment bien dire quelques travaux à prévoir, mais il y a peut-être un peu plus que quelques travaux à prévoir. D'accord? Donc on va faire quand même attention pour pas s'enflammer, d'accord? Si on vous dit il y a 10 000 euros enfin 10 000 euros de travaux et qu'en réalité on est sur 40 000, bon, on fait attention. Ok. Quelques travaux, non, mais aucune mauvaise surprise. Ça, c'est quand même rassurant, que ça soit dans le PV d'AG, les charges, tout ce genre de choses. Toiture ou façade et façade refaite, pareil, plutôt cool. Si j'ai toiture, non, j'ai déjà pas mal d'annonces, hein. Merci, arrêtez-vous. Je ne pourrais pas toutes les faire ce soir. Toiture qui a été refaite, super cool. Ça veut dire qu'en termes de charge de copro, c'est maîtrisé, c'est cool. Également, façade refaite, pareil, c'est cool. On n'a pas le ravalement de façade à se taper, c'est plutôt intéressant. Et les charges faibles, je vais aller gratter pour avoir le montant, mais c'est intéressant. Secteur Tremblay, donc moi j'ai été checker du coup l'annonce et j'ai vu que c'était secteur Tremblay et donc j'étais bien contente parce que le truc est plutôt bien positionné, donc bonne vibes. Là, ce que je me dis, donc directement, en fait, vous avez ma deuxième photo, je sais pas si vous voyez ma souris, mais la photo en fond, il y a écrit 231 résultats. Ça, c'est ce que je vous ai screené qui venait de Castorus, où j'ai trié simplement par rapport au nombre de jours où elle était parue l'annonce et au prix au mètre carré. Okay. Et ensuite, j'ai pris les prix de l'immobilier à Champigny. Donc là, on est totalement dans le prix pour 139 000 euros du mètre. Si je prends ma petite calculette, 139 000 divisé par 45, on est sur 3 000 euros du mètre. Le secteur étant bon, en plus, c'est assez cool. N'oubliez pas un truc méga important. Là, je vous ai affiché prix immobilier à Champigny. Vous ne faites pas ça. Vous allez regarder le secteur, la rue, vous vous débrouillez pour trouver la rue, et vous allez vous rendre compte que entre 2200 à 5006, il y a un monde de malades, ok? D'une rue à un autre, on peut perdre ou gagner 1000 euros du mètre. Donc, surtout, vous faites attention à ce petit détail-là, et vous allez regarder. Là, en l'occurrence, par rapport au secteur Tremblay, moi, ce que j'avais vu, c'était archi concurrentiel, c'était très bien en termes de prix au mètre carré, pépite, ok? Ensuite, 45 mètres carrés, surface ultra intéressante pour créer un T3 en l'optimisant. Puisque là, en gros, moi, ce que j'avais vu, hein, une entrée, un séjour lumineux, cuisine séparée, une grande chambre de 15 mètres carrés. Naturellement, dans ma petite tête de fouine, je vais me dire, ok, grande chambre de 15 mètres carrés, c'est cool, salle d'eau, nan. Séjour lumineux, cuisine séparée. Moi, je vais faire en sorte d'ouvrir les espaces, de transformer une partie du séjour en une deuxième chambre pour avoir donc deux chambres, une cuisine
ouverte, cuisine à l'américaine, et donc venir augmenter la valeur de mon bien, puisqu'au lieu de cibler donc un couple tout seul ou une personne toute seule, je vais pouvoir potentiellement cibler, si je veux revendre ou louer, des gens avec des enfants, puisque là, on aura 2 chambres, et c'est ultra pratique, ok? Kevin, quelle est la fourchette de prix à cibler? Alors ça, la fourchette de prix, c'est ton prix qui est moins important que ce qui est pratiqué sur le prix du marché. Tout simplement. Là, faut dire, moi j'aime bien acheter 20% en dessous de ce qui est pratiqué. Bien entendu, c'est trop important. Jérôme, attention au mur porté. Mais oui, mais laisse-moi finir, Jérôme. Bien sûr, on est absolument alignés. Il va falloir regarder la faisabilité sur place. Là, moi, je vous dis l'analyse d'une annonce IMO et comment vous pouvez lire entre les lignes, en fait. Hein. Donc, on vient de checker, mais direct, je me dis, OK, création de valeur, créer de la valeur, donc augmenter la valeur perçue, augmenter un truc, créer une chambre de plus. Génial. Vous avez aussi plein de gens. Moi, quand je vois des studios de 30 mètres carrés, bah vas-y, on crée une chambre et ça devient un T2 et je le loue ou je le vends beaucoup plus cher. Parce que ça peut être de la stratégie d'achat-revente. Donc voilà, 45 mètres carrés. Je vais aller essayer de voir si je peux faire un T3. Effectivement, on fait attention au mur porteur. Parfois, il y a juste à rajouter un mur, hein, c'est simple. Quand vous avez des trucs genre double séjour, le pépite de ouf, ça c'est pour la coloc, c'est trop bien. Parce que vous avez 2 chambres et un double séjour. Ça, pour moi, c'est warning, c'est petites étoiles dans les yeux. Tudune, tudune, tudune. Je me dis, ok, double séjour, je viens tirer un petit mur, mettre une petite porte, et j'ai une 3e chambre. Plan exploité, voilà, donc cuisine séparée, on peut ouvrir et gagner une pièce, et donc bien fermer pour avoir une chambre de plus. La cave, c'est un bien pour la revente, comme je vous ai mis, surtout si vous vendez à une famille, les gens adorent stocker des trucs. Je crois que, la personne classique n'est absolument pas minimaliste. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un prérequis pour toi, la clim RO ou RR à regarder au point? Non, moi, j'en ai pas dans mes biens. Voilà, après, ça dépend où tu achètes. Clairement, moi, mes parents habitent en dessous de... à Elne, en dessous de CPH à Perpignan. Sans clim, c'est la mort. Genre, l'été, tu crèves. Si j'ai acheté un appart pareil à Nice, à Cannes, tout ce genre de trucs, mais oui, je mets la clim. Si je peux avoir des aides pour mettre une pompe à chaleur, oui, je fais. Enfin, tu vois, ça dépend. Ça dépend de l'usage, ça dépend si tu fais un Airbnb dans le sud à Aix-en-Provence. Ouais, avoir la clim, c'est assez cool quand même. Voilà, alors je vais prendre une petite... Je vais prendre la première annonce. Je prends la première annonce. Allez, je vous montre mon petit écran. Tout. Allez, je vous partage tout mon écran. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, normalement, vous allez voir mon écran. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez bien. J'espère que vous voyez, je ne vois pas le chat. Je vous préviens, je fais mon truc un peu en direct. J'arrive sur une annonce comme ça. Donc, qu'est-ce que je regarde direct? Encore une fois, je ne vais pas vous faire l'analyse d'études de marché parce qu'on ne va pas avoir le temps ce soir. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mais j'ai pas fini. Mais que vous compreniez ce que je check. Immeuble de 180 mètres carrés, bah Perpignan, tiens. Voilà, ok. Quartier Saint-Acycle. Donc déjà, moi, je vais aller naturellement regarder quartier Perpignan. Ok. Donc, je vais checker. Est-ce qu'il y a des images? Là, on me voit pas mal, mais je vois pas Saint-Acycle dedans. Est-ce qu'on voit un truc ici? Saint-Jean, Saint-Mathieu, Saint-Jacques. Ok, je connais un peu Perpignan en plus, hein, mais là, vous ne connaissez pas forcément. Donc, en gros, l'idée, c'est d'aller plan avec quartier. Vous voyez, moi, j'irai regarder donc ça. Peut-être que je peux avoir des trucs là-dessus quand même. Centre historique, ok. Bon, bah, je vais aller regarder sur Maps. Le classico. Et donc, je vais mettre Perpignan, Saint-Acycle. Ok. Voilà. On a ma petite zone, d'accord? On est là. Je sais que c'est là. Donc, si je reprends ma petite zone, bah, c'est juste ici, entre les deux, je crois bien. Moulin avant, c'est là. Ouais, à peu près ça.
Ok. Donc déjà, on se dit que on situe. Vous voyez comment j'ai fait pour comprendre directement les quartiers, les secteurs, les prix. On voit que le côté université est quand même assez cher. Là aussi, la gare un peu moins, le nord moins. Voilà, il y a des choses à savoir. Je vais aller, bien entendu, prendre des informations complémentaires aussi pour situer, quoi. Ok. Ensuite, je vais continuer de checker. Là, je regarde la date. Le 13 avril, on est le 16 avril. L'annonce, elle vient de paraître il n'y a pas longtemps. Je vais quand même aller regarder justement sur Castorus, ce genre de truc. Est-ce que c'est qu'ils ont remis l'annonce pour qu'elle remonte en fait en tête de liste? Ou est-ce que ça fait longtemps qu'elle est là et que, ou est-ce qu'elle vient vraiment de paraître plutôt? Voilà. Donc, ok. Immeuble de rapport, pleine propriété. Ok. Donc, il n'y a pas de copro, hein. Avant de Perpignan, quartier Saint-Assic. Dans un quartier proche et agréable, je vous propose demain, voilà, immeuble 5 appartements et un garage fermé. Donc là, vous avez compris, hein. Le garage, on peut louer à part ou alors à un des locataires. Et il y a 5 appartements. Donc potentiellement 5 fois des revenus ou plus parce que si vous faites de la location à la chambre, ça va dépendre, on va voir. 4 d'entre eux sont loués plus le garage, dont 2 lots en location meublée. Donc si dit ça, ça veut dire qu'il y a le reste, c'est de la location nue. Ok, donc il faut l'avoir en tête. Si c'est de la location nue, ça viendra avoir un impact sur la fiscalité. Studio de 15 mètres carrés, location, nanana. Donc ça, c'est intéressant. Moi, naturel. Alors, ce que j'aime bien dans cette annonce, qui est cool, c'est qu'ils ont dispatché le montant du loyer et les charges. Vous en avez plein qui ne dispatchent pas les deux et qui mettent louer 300 euros. Ok, donc il n'y a pas de charge, il y a des charges ou pas. Parce que votre rentabilité, quand vous allez la poser avec des charges ou sans charge, eh ben, ça ne fait pas la même chose. Clairement. Là, moi, si je fais ma renta à vue d'œil, hein, je prends ma calculette. Donc, je fais 285 plus 321 plus 422. Déjà, quand vous voyez des petits montants, 85, 321, 422, ça, c'est des gens qui sont restés quelques temps puisqu'ils ont subi des indexations de loyer. Et donc là, c'est par rapport à un indice. Parce que naturellement, si vous mettez en location demain un bien, vous ne me payez pas à 321 euros. C'est bizarre. Ok. 422, 375, 445 et 249. Ok, ça fait 2097 euros donc par mois. Moi, naturellement, je vais faire x12, 25 164. Et je vais tout de suite le diviser par le montant, le prix de l'immeuble. J'arrive sur 12,6% de rentabilité brute. Ok, brut. Là, ils ont mis net, donc autour des 10%. Le autour, il peut être vachement large, hein. On peut se dire que 8, c'est autour de 10. Bon, voilà. Donc là, ça me donne déjà une estimation de me dire, je vais aller gratter un peu. Pourquoi pas? Et ensuite, je vais venir affiner en posant des questions. Quel est le montant de la taxe foncière? Est-ce qu'il y a des charges que je devrais prendre en plus? Combien va me coûter ma PNO? Combien va être le montant de ma mensualité? Vous voyez, moi après, bon, bah, je donne de toute façon des tableaux de business plan pour pouvoir affiner ce truc-là. Mais au moins, vous voyez un peu comment je réagis. Loyer brut perçu pour l'année 2023, 24 212. Là, moi, j'arrive à 25 164 pour actuellement si j'ai ces montants-là. Donc, ça reste relativement cohérent. On est en D, ce qui est plutôt cool. Il faut vous dire aussi que dans le sud de la France, bah, ils ont naturellement plus de ce genre de classe énergétique. C'est bien, vous avez ici mes anciennes recherches. Mes anciennes recherches sont chez Leroy Merlin. Génial. Voilà, on a le secteur en plus exactement. Il avait bien dit Saint-Assic. Ok, là on peut avoir les petites estimes en dessous. Bon, voilà. Ok. On regarde les petites photos en direct. J'essaie d'avancer. Hein. Alors, on parlait de fissures, les gars. Alors, je vais essayer de zoomer, mais on ne voit pas très bien. Je ne vois pas ce que c'est. Ah, menuis. Je dirais que c'est de la menuiserie, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que c'est ce panneau. Bon, voilà, faudrait gratter. Là, en tout cas, je vois quand même qu'il y a eu beaucoup de fissures pour moi et il y a eu beaucoup de reprises. Donc, j'irai naturellement demander un petit audit pour voir si... qu'en est-il de la stabilité de l'immeuble? Vous n'allez pas acheter un truc où le sol il est bancal. Ça m'est déjà arrivé de visiter et de sentir qu'il y a une vraie galère. Genre,
Genre, c'est comme ça, quoi, hein, compliqué. Donc, dans ces moments-là, bon, là, poser les questions, parce que moi, d'aspect comme ça, pareil, je me dis 1, 2, 3, 4 boîtes aux lettres 5 je sais pas trop. Voilà, il faut gratter parce qu'il y a quand même beaucoup de fissures et ça, j'aime pas trop. Bon, là, tout ce qui va être chez nous, on voit, voilà, on voit pas grand-chose. Et un truc qui me perturbe aussi ici, c'est la gouttière. Où est la gouttière? Je vois des éléments. Là, je vois un truc en bas, c'est un peu chelou. Donc, il faudrait gratter. Là, un balcon, ok, pas de sujet, mais bon, à voir. Ensuite, attendez, je reprends mon écran normal. Voilà. La deuxième photo, plutôt propre. Je trouve qu'il n'y a pas trop de travaux. C'est assez clean, j'aime bien, c'est correct. Là, c'est pareil, ça me semble vachement correct. En plus, je vois que l'électricité, elle n'a pas l'air trop vieille. Pareil, c'est propre, c'est cool. Là aussi, c'est plutôt propre. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Là, pareil. Quand vous êtes investisseur, vous snipez ce genre de table. Ça, c'est la table lac de chez Ikea. Genre, je l'ai tellement acheté que je connais même la ref. Voilà. Non, il y a du ballon là. Petit. Ok, bon, rien à déclarer. Là, on est sur du lambris plastique ou lambris peinture qui a été repeint. En tout cas, c'est repeint. Ok, là, on a une cuisine. Bon, celle-là, elle est un peu pourrie, hein. La cuisine de ta grand-mère à l'ancienne. Là, ce genre de truc, vous vous dites, put, il y a une cuisine à changer à un endroit au moins. Et là, bah, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, moi, je vois direct radiateur grille-pain. Et truc égal truc qui consomme égal comment sont les autres radiateurs. Voilà. Vous avez quelques informations en direct de ce que je pourrais avoir là comme ça. Exclusivité aussi. Ça veut dire que vous allez retrouver l'annonce que chez une seule agence et pas ailleurs. Donc, c'est aussi assez intéressant. Voilà, je reviens vers vous ici. C'est reparti. Je vous reprends. Touc. Start ma présentation. Et voilà, je suis revenue. La table lac, mal, grave. On est d'accord. Qu'est-ce que j'en pense d'acheter un garage et de je vais y arriver, transformer en habitation? Bah, ça dépend. Ça dépend parce qu'il va falloir faire un changement aussi de destination de ton garage. Ça peut être fait. Moi, j'ai une personne que je connais qui s'appelle Célia qui l'a fait. Et franchement, pépite, ça s'est trop bien passé et c'est génial. Et en plus, bah, tu l'achètes grave pas cher. Par contre, il faut juste voir aussi par rapport à la mairie comment ils se positionnent par rapport à ça. Voilà. Alors, ça, je l'ai fait. Critères de rentabilité. Potentiel de ton portefeuille. Parce que bon, on n'est pas là pour beurrer des tartines, on est là pour prendre du cash quand même. Hein. Prix du bien VS le marché local. Vous devez absolument checker ça. Et bien conscience d'une chose, et là, c'est pas un webi sur les travaux ou autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir en IMO. Hein. Vous devez absolument connaître votre prix au mètre carré à l'achat, votre prix au mètre carré du marché qui est pratiqué et votre prix au mètre carré après les travaux. J'ai trop de personnes aujourd'hui avec qui je peux faire du coaching qui viennent me voir et qui me disent ouais c'est un deal de malade etc. En plus par rapport au prix au mètre carré l'opération est dingue et là on repose le truc et je lui dis mais attends on est sur 4 000 € du mètre et là tu me sors un truc à 6 000 € du mètre parce que tu as oublié d'intégrer les travaux dedans. C'est pas possible ça. Si jamais vous faites les travaux, que on sait pas, hein, la vie, on sait pas de quoi est fait demain, vous pourriez avoir besoin, je sais pas, de revendre parce que vous avez quelqu'un qui est malade et vous devez être là, il faut du cash. Bah, moi, demain, il faut que je puisse revendre mon bien et qu'il se vende et pas que je vende à 6 000 alors que sur le marché, c'est 4 000. Ok? Donc ça, il faut l'avoir en tête, trop important. Donc le prix au mètre carré vs le marché local plus les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, tout ça. Ok? Comment savoir le loyer annuel prévisionnel si on veut faire du Airbnb? Regarde sur RDNA, c'est plutôt pas mal comme site et tu vas avoir des estimations. Ensuite, je te conseille d'aller checker directement sur Airbnb ce qui est pratiqué. Regarde les annonces qui ont un calendrier plein, pas qui ont un calendrier vide, parce que sinon, bon, ça peut être affiché, mais s'ils n'ont pas de résa, ça ne sert à rien. Et par contre, si tu vas en banque, tu vas quand même faire une attestation avec un loyer à l'année et pas avec un Airbnb parce que ça fait trop peur aux banques et ils vont pas te financer. Donc attention à toi.
Travaux à prévoir, rénovation, mise aux normes, hein, ça c'est extrêmement important de le chiffrer. Moi, quand je me déplace, j'ai une équipe travaux, j'ai mon chiffrage travaux, je sais, bien entendu, je peux avoir un chiffrage qui est un peu large et je vais venir l'affiner selon si je mets du carrelage à 45 € du mètre ou à 20 € du mètre, ça va tout changer. Mais au moins, je sais si je suis plus sur 20 000 ou sur 60. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, les frais annuels, la taxe foncière qui peut être très violente à certains endroits, attention, et les charges courantes. Les aides et les subventions possibles, pour les rénovations énergétiques, pour les primo-accédants, vous avez des trucs, l'isolation des combles à 1 €, tout ça, tout ça. Et bien entendu, donc la rentabilité locative, moi je vous ai fait le petit calcul en direct. Donc le loyer annuel x 100 qu'on vient diviser par le prix d'achat. Pas possible que ce soit brut. Ben si, c'est possible. La preuve. Et pour la rentabilité nette, on viendra donc prendre en compte l'intégralité de tous les petits frais en plus. Donc la taxe foncière, les charges de copro, l'assurance PNO, la compta, vous voyez tout ce genre de petits trucs. Si c'est un Airbnb, eh bien la conciergerie. Donc vous allez aligner tout ça et là on va arriver sur une renta nette. Ok ? Moi, j'aime pas trop me fixer uniquement sur la renta parce que ça fait faire peur. On peut arriver sur du 12% et ensuite à 6, tout ça. Regardez ce qui rentre dans votre poche. Ok ? Moi, je regarde combien je vais louer le bien, combien je vais payer de copro, combien va être ma mensualité, combien je vais payer d'assurance, ce petit genre des petites conneries à droite à gauche, et je regarde ce qui reste dans ma poche, les gars. Ça, c'est méga important. C'est le plus factuel. Ok ? Étudions donc la rentabilité de votre annonce, enfin l'annonce qui était juste avant que j'ai prise, hein, le T2, pour notre annonce. Prix d'acquisition, on était donc sur 140 400 avec les frais de notaire que j'ai pris à 8%. Faut pas oublier un truc. Ah pardon, Annabelle. 8%, bon, ça a bougé un peu selon les zones. Voilà, ça dépend en fait. Maintenant, il faut aller se renseigner. Je sais que Hidalgo s'est fait un plaisir de vite intégrer la ville de Paris pour l'augmentation des frais de notaire. Le budget travaux immobiliers, on était sur approx 23 000 €. On va prendre la taxe foncière, 850, les charges, 160 € par mois. Les charges, n'ayez pas forcément peur du montant des charges, il faut toujours savoir ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai déjà vu des trucs où on est sur 245 € de charges par mois. Ok, bon bah ça peut paraître vachement cher comme ça, mais en réalité si dedans vous avez le chauffage, l'eau, la copropriété et un gardien, des espaces verts, enfin bah c'est ok en fait. Et n'oubliez pas aussi que bah, c'est des charges où vous allez pouvoir facturer une partie au locataire. Il y a des petites choses que vous pouvez pas facturer, style fonds travaux, ce genre de trucs. Mais sinon, bah, c'est votre locataire qui va les supporter aussi. Donc rentabilité brute, donc le loyer annuel x 100, prix d'achat. Donc là, voilà, vous voyez, je vous ai fait le test. Et je vous l'ai pris en 2 fois. Donc, on a la location long terme au-dessus, à 8,44. Et on l'a en Airbnb. Moi, j'avais été regarder combien se louait la nuitée à Champigny. Et j'avais pris que 20 nuits sur 30 pour avoir quand même un taux d'occupation correct et pas full-time. Qu'on a divisé par le même montant. Et on arrive sur 17%. Alors, attention, bien entendu, c'est là où on se dit tout de suite ouah, le Airbnb, c'est dinguissime, tout ça, tout ça. N'oubliez pas aussi qu'il y a des villes qui font la chasse au Airbnb, qu'il y a eu des changements qui ont été faits, qu'il faut, moi par exemple dans l'appartement où je suis, j'ai dû faire un changement de destination pour obtenir l'autorisation de basculer sur de la location saisonnière, ok? Ce genre de trucs-là. C'est vachement rentable? Oui, bien entendu, mais il y a un peu plus de galère administrative et il faut bien cocher les petites cases. Est-ce que c'est autorisé dans le règlement de copro ou pas? Vous voyez ce genre de choses. Les erreurs fatales à éviter. Trop important. Surévaluer la rentabilité brute. Ça, il faut se dire aussi que notre cerveau, quand on est en train de chercher, il a envie de nous donner plus de renta. Il veut nous aider. Mais il n'est pas forcément enclin à nous aider un truc pour nous faire la réalité. Donc, on va avoir tendance à baisser les travaux et à augmenter pour se dire, ouais, vous allez peut-être dire à votre conjointe ou à votre mari, oui, t'inquiète, il y a une renta de 12%, alors que la vérité, c'est 10. Ou inverse, voilà, ce genre de truc. Donc, n'oubliez pas les charges non récupérables, la vacance locative qui peut exister, ok? La fiscalité.
Voilà, si vous louez en nu, si vous louez en meublé, c'est pas pareil. En Airbnb, c'est pas pareil. En SCI, c'est pas pareil. Il y a encore des choses à savoir là-dessus que je vous apprendrai plus tard. Les petits travaux, les imprévus. Il y en a toujours des petits imprévus. Vous allez connaître le bonheur des locataires qui n'ont pas vidé les cheveux de la douche et vous devez faire intervenir quelqu'un que vous refacturez. C'est OK, bien entendu. Vous voyez, ça dépend toujours de petites choses, quoi. On peut avoir, je sais pas, une fuite à un moment. Enfin, c'est les aléas aussi de l'immobilier, mais vous ne pouvez pas vous enrichir et prendre un max de cash et en plus rien faire. Voilà. Négliger l'emplacement et le voisinage. Ça aussi, erreur fatale. Investir dans un bien inadapté à la demande locale. Par exemple, faire une coloc dans le fin fond du Trou-Duc de la Creuse. Non, les gars. Est-ce qu'il y a un public pour ce genre de choses? Oui ou non? Voilà. Ou dans une copro à problème peut compromettre la rentabilité. Si vous êtes dans une copro, vous n'avez pas du tout envie de rentrer parce que vous avez des mecs qui sont en train de fumer du shit en bas et que vous mettez un Airbnb au premier étage, moi, je viens louer votre appart, j'ai peur. J'ai pas envie de passer du tout. Vous voyez? Et dans ces moments-là, compliqué. Tiens, expérience de ouf. J'ai loué un Airbnb il y a quelques temps quand je devais venir voir mes travaux. Airbnb au-dessus d'un bar dansant jusqu'à 2h du matin, la musique. Un enfer. Bah, je peux vous assurer que dans les notes, une catastrophe. Ils ont été obligés, après, moi je l'ai su, de basculer l'appart en longue durée parce qu'en fait, en courte durée, ils se tapaient que des mauvaises notes. Voilà, compliqué. Sous-estimer les travaux et les confier aux mauvais artisans. Bah ouais, quand vous connaissez personne, c'est compliqué. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai des contacts fiables à vous donner qui se déplacent sur toute la France. L'équipe, elle est en Île-de-France. Les gars, ils sont restés 4 mois dans l'appartement à la frontière suisse. No problemo. On fait des devis détaillés, on compare, on anticipe les délais. Vous n'allez pas râler sur votre artisan parce qu'il n'a pas démarré le sol, alors que vous lui avez dit 3 jours avant que vous vouliez ce carrelage-là et que, comme par hasard, ce carrelage-là a 4 mois de délai de commande. Attention, voilà. N'avoir qu'une seule stratégie sans plan B. Tout miser sur de la courte durée, c'est non. Il faut que dans votre business plan, votre bien soit opérationnel sur de la location longue durée, que vous puissiez switcher soit du Airbnb en meublé classique, en coloc. Bien entendu, ça sera moins rentable. On sait, le Airbnb, c'est le plus rentable. Mais il faut que vous puissiez au moins taper de l'autofinancement dans ces moments-là, que si demain, paf, il y a un changement de réglementation, vous ne soyez pas là en train de me dire comment je fais, c'est la merde. OK? Les résidences n'acceptent pas la courte durée. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit il faut regarder le règlement de copropriété. Il y en a qui l'ont voté. Moi, sur l'appartement que j'ai acheté à Villejuif dans le 94, quand il y a eu une assemblée générale une semaine après que je fasse mon offre, ils ont voté l'interdiction de faire de la location courte durée. Et c'était pas ma stratégie, donc pas de souci. Après, dites-vous bien une chose. Moi, je suis dans un immeuble, je vois passer des gens tous les 4 matins, 1 à 2 nuits, ça peut me gonfler aussi. Grave. Ils sont avec leurs valises, ils font du bruit, ils shootent les murs, ça rend dingue. Si jamais à un moment, vous devez louer sur une période relativement courte durée, tout est dans le courte aussi, et que c'est 2 semaines et demie, 3 semaines, vous n'allez pas forcément impacter vos voisins. Donc là, ils ne vont pas vous sauter à la gorge. Vous voyez, faut aussi que ça soit fait en bonne intelligence. Enfin, tout simplement, quoi. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, ce sont ceux qui passent à l'action, les gars. Là, j'aimerais bien que vous me répondiez. Vous allez vous activer dans le chat. Dites-moi à quel point vous voulez vraiment décupler vos revenus et sécuriser votre argent. On a bien compris, en France, la merde on a besoin d'investir, on a besoin de placer notre cash, on sait qu'on n'aura pas de retraite, on sait que c'est la merde. Ok? Ça, on sait. Mettez-moi de 1 à 10 à combien vous avez vraiment envie de passer à l'action et d'investir. En fait, vous avez compris, là, je vous ai tout livré sur un plateau. On a plein de trucs à voir. Les sociétés, la fiscalité, les travaux, bref, j'ai trop de choses à vous partager. Mais déjà, j'aimerais bien savoir un peu à combien là, vous êtes engagé. Je vous oublie pas pour les questions, je répondrai bien entendu après. Yes, 12. J'adore. 10. Grave. 8 parce que j'ai un peu peur. T'inquiète, Alice. Pas de problème. C'est pas grave. Si ça te fait peur, pour moi, c'est que tu as des ambitions qui sont à la hauteur de ce que tu mérites, tu vois. Si ça te fait pas peur, en fait, c'est naze. Si tu as peur, c'est qu'il y a un changement qui s'opère. Et ça, je trouve ça cool. 15, 10. Yes. Antoine, 6, t'abuses. Hein. C'est pas assez. C'est pas assez. Il va falloir mettre un peu plus que ça. Ok, cool. Trop bien. Allez, on continue. Si tu as entre 7 et 10,
tu es éligible à mon accompagnement. Moi, j'ai créé une méthode où là, je vous ai sorti 40 milliards de trucs uniquement pour trouver un bien. Et je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir en immobilier. Braquer une banque. On n'a pas besoin forcément de braquer une banque, Julien. Mais il y a des petites techniques en plus pour récupérer son apport. Je vous l'apprendrai bientôt. Moi, quand je mets du cash sur sur la table, je le récupère derrière. J'ai créé la méthode Emeline Siron, tout simplement avec ce que j'ai vu dans mon ancienne vie de terrain, de ma vie pro, et également ma vie aujourd'hui d'investisseur. Vous allez avoir 30 heures de formation, 15 modules, des fiches, des outils, que ce soit du règlement de copro, comment apprendre à lire, savoir lire un DPE, savoir les baux, bref, il y a tout, un business plan, les dossiers bancaires, ils sont déjà tout pré-mâchés. Tout ce package-là, les lives mensuels, tous les mois, on fait des lives avec des experts où on fait d'analyse d'annonces. Vous voyez ce que vous avez kiffé que j'ai fait là sur l'analyse d'annonces? Et ben, on tape ça pendant 1 heure à 2 heures et on analyse en balle les annonces. Tic, tic, tic. J'en ai une la semaine prochaine avec toute la communauté. Et en fait, les gens m'envoient avant les annonces et c'est parti quoi. Un simulateur travaux. J'ai vu passer une question tout à l'heure, comment tu fais pour estimer les travaux? C'est pas le plus simple, on n'est pas devin. Moi, demain, je vous demande pas de vous transformer en gestionnaire technique. Je transmets un simulateur travaux où vous remplissez les trucs et ça vous donne à peu près une estimation. On va avoir également, là, je vous ai mis donc sur la droite, c'est les groupes de la communauté. On a un groupe monnaie et fiscalité, on a un groupe bricomania, on a un groupe sur la gestion loc, on a un groupe sur les success stories, parce qu'à chaque fois, les gens, ils mettent quand ils ont fini leurs travaux, donc on voit les avant, les après, enfin, c'est trop excitant, j'adore. Il y a également un groupe WhatsApp de off-market de studios parisiens. Vous avez accès à tout ce package-là et également à l'intégralité de nos partenaires et leurs coordonnées. Je vous offre donc un cadeau ce soir. Là, je ne vous... Voilà, il n'y a rien à vendre, les gars. Je vous offre uniquement un moment de kiff et j'ouvre 30 créneaux gratuits pour qu'on puisse échanger. Ça va être soit avec moi, soit avec mon équipe, d'accord? Parce que moi, j'ai aussi des coachings à faire. Il y a des gens qui sont en train de cravache, là. Donc, je vous ouvre 30 créneaux pour qu'on puisse échanger par téléphone sur votre situation et vos projets. Ok? 30 créneaux, ça va partir ultra vite. Donc, non, pas à la villa à Bali. Ça, pour moi, j'aime pas du tout. C'est pas un bon deal. Ça fait pas partie de ce que j'aime en termes d'acquisition. Donc, pas la villa à Bali, ok? Ni la villa au Mexique. C'est fini ce temps-là. Donc, réservez votre petit créneau. On va faire en fait le point ensemble sur votre situation personnelle. Dites-vous bien que moi, je vais pas conseiller la même chose à Théo qui a 23 ans, qui a beaucoup de jus, qui veut une coloc, qui veut du cash en bas, etc. Et il veut construire comme ça. Que Sylvie qui a 55, 60 ans, qui a des enfants et qui, elle, est en train de se dire « Ouais, bah, je veux transmettre à mes enfants ». Et donc, c'est pas la même stratégie. Estelle n'aura pas la même strate que Judith, que Julien, qu'Antoine. Tout le monde est différent. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'échanger ensemble pour voir comment on va mettre nos critères. Qu'est-ce que vous allez aller chercher? J'ai passé un super moment. J'espère que j'ai répondu au max de vos questions. Je réponds toujours sur les réseaux aussi, tout ça. Et prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.